Et qu'est-ce qui s'est passé au Bénin? Ce qui s'est passé, on a créé un vocabulaire au niveau de la CEDEAO. Moi, j'ai été ébahi d'entendre que les élections législatives de 2019 n'ont pas été inclusives. Il n'y a jamais d'élection inclusive. Le vocabulaire juridique est clair. Une élection, le mot élection, ça renvoie à la notion d'un seul choix, mais un choix libre. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais le choix qui a été imposé au peuple n'est plus un choix, c'est le contraire du choix. Lorsque le choix perd le qualificatif libre, il devient une imposition. Et cette imposition a abouti à quoi? Toujours dans le vocabulaire, j'ai entendu, à une assemblée monocolore. On ne parle jamais d'assemblée monocolore. Nous pouvons parler d'assemblée moniste. Nous pouvons parler de monisme parlementaire. Nous pouvons parler de monisme législatif. Ça veut dire quoi? Dans le mot monisme, vous allez voir mono, qui veut dire un. Et quand on dit mono, on va vers monisme ou monolithisme, ça va vers l'oppression parce que c'est une voix unique qui domine les débats dans le pays. Une voix donc qui crée la domination et qui ne fait que la domination. C'est ça. Vous me suivez? Oui, j'espère que ça tient la route, ce que je dis. On vous suit, M. L'autre aspect du légicentrisme, c'est que le légicentrisme est cette doctrine qui conduit au musellement du pouvoir judiciaire. Et quand je dis pouvoir judiciaire, je ne parle pas du pouvoir judiciaire ordinaire, je parle des juridictions, notamment la juridiction constitutionnelle et les juridictions administratives qui défendent. Et la juridiction constitutionnelle qui, elle défend et la constitutionnalité des lois et les droits de l'homme chez nous. Ensuite, et la Cour suprême qui a une chambre administrative qui défend la légalité et ordinaire. Les juges, dans ces instances-là, sont passés d'office dans le système de musellement technique. Et puisque oui, le système de légicentrisme, M. Panou, le système de légicentrisme législatif conduit toujours au musellement du juge parce que toute initiative est interdite au juge. Toute initiative est interdite au juge. Pourquoi? Parce que lorsque le juge commence par prendre des initiatives, le système du légicentrisme tombe tout naturellement. Regardez le Sénégal. Vous avez vu la Cour constitutionnelle du Sénégal, oui. Le Conseil constitutionnel du Sénégal, oui. Face à un Macky Sall qui est passé pratiquement dans des habitudes légicentristes, a été cassé tout juste par la décision de la Cour qui lui a refusé la prolongation de son mandat présidentiel et donc l'a rappelé à l'ordre et la Cour est descendue pour apprécier un certain nombre de degrés de test pour lui dire d'organiser dans le délai constitutionnel les élections et de rendre le pouvoir. Donc, dans le système de monisme et dans le système de légicentrisme, les gouvernants viendront vous dire chaque fois, c'est la loi. C'est la loi. On a arraché aux fonctionnaires, à tous les fonctionnaires, on leur a arraché leurs garanties. Le chef de l'État dit, c'est la loi. On arrache les garanties aux travailleurs. Patrice Talon vient nous dire, c'est la loi. Patrice Talon met des fonctionnaires à la retraite d'office. Il est venu à la télé pour dire c'est la loi. La loi est sur le site du gouvernement. Donc, c'est toujours la loi, la loi. Et donc, ce système de la loi, là, ce que les gens font à l'international, les Africains, je vais vous le dire aujourd'hui. Et ça, il faut que ce soit les impérialistes, que ce soit leurs représentants qui sont au chef des dirigeants. Moi, je ne vais pas utiliser des termes embêtants pour les appeler préfets de la France-Afrique comme certains le font. Je resterai toujours respectueux des autres, quitte à eux de faire cela. Mais ce que vous savez ce que nos dirigeants, en général, hein, je parle des impérialistes, de tous ceux, des Léon Colomb, tous ceux-là qui nous dirigent, ils oublient quelque chose. Ils oublient la célèbre citation d'Aimé Césaire qui disait qu'on peut tuer en Indochine.
On peut torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique noire, sévir aux Antilles, les coloniser savent désormais qu'ils ont un avantage sur les colonialistes. Ils savent que leurs maîtres mentent, donc que leurs maîtres sont faibles. Et donc, concrètement, qu'est-ce que je veux dire à travers ça? Ce qui ne va pas profiter aujourd'hui à tout régime et qui est dans cette logique, c'est que nous allons, vous et nous, travailler à ce que nous levions les points de voile, surtout dans le lexique juridique des populations. J'ai eu pitié d'entendre des professeurs de droit et d'éminents juristes parler d'assemblée monocolore. Ils ont trouvé ça dans quel dictionnaire? L'assemblée là, monocolore, c'est où? On parle d'assemblée moniste. On parle de monisme parlementaire. On parle de légicentrisme. Donc, c'est ça. Bref, pour vous dire simplement que, comme l'écrit, comment je vais le dire, les gens, ce que les maisons se cachent, ce que les maisons se cachent, ce que les maisons se tuent à cacher, la rue, tôt ou tard, finit par le crier sur les toits. C'est ça. Et c'est Yasmina et Kadra, une dame comme ça qui a dit ça. Je ne me rappelle pas, c'est un écrivain, une femme quand même qui a dit ça. Et donc, aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils pensent que nous n'avons pas la possibilité d'analyser techniquement ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et ce qu'ils sont en train de mettre en place va nous conduire à l'impasse. Donc, je vais finir l'analyse du système légicentriste rapidement, pour ne pas être trop long, pour vous dire que ce système de légicentrisme a existé bien avant dans de nombreux pays d'Europe. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, je sais que vous êtes un grand journaliste, vous connaissez un peu le dossier Maréchal Pétain en France. Le maréchal Pétain a tout fait pour avoir une assemblée aux ordres qui lui a donné même habilitation pratiquement de légiférer en ces lieux et places. Vous savez sur quoi ça a conduit tout naturellement? Ça a conduit au problème juif et surtout au problème juif, où les juifs ont été objets de discrimination raciale. Et, chose malheureuse là-bas, la justice étant muselée, le maréchal Pétain a obligé pratiquement tous les juges du Conseil d'État et tous les juges ordinaires, les préfets et consorts, à prêter un serment de fidélité au maréchal Pétain. Et je voudrais rappeler les études récentes de Jean-Paul Jean, qu'il a publié dans un numéro de 2002 et dans un numéro de 2013 de la revue Cahiers du droit, dans la revue Cahiers du droit. Et donc, qu'est-ce que Jean-Paul Jean a étudié? Il a dit que de cette pratique est né en milieu judiciaire ce qu'on appelle le syndrome du serment de fidélité prêté au maréchal Pétain. Ce qui fait que nos juges au Bénin ne peuvent pas passer outre. Ils n'ont pas certes prêté un serment de fidélité officiel à Patrice Talon et à son régime. Non. Mais leurs actes montrent clairement un certain nombre d'indices de fidélité majeure à Patrice Talon et à son régime. Donc, quand le système de légicentrisme est implémenté dans un pays, ce système fait voler en éclats toute la Constitution. Et vous allez voir que en 2019, il y a eu les élections législatives, il y a eu les tueries de Kadiaoum, il y a eu maintenant la révision constitutionnelle de 2019. Je remercie ce citoyen-là au passage, le citoyen Sébastien Adjavon, qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour a dit que ni les élections législatives ne sont advenues, ni la loi d'amnistie votée pour protéger les tueries de Kadiaoum ne sont pas advenues, ni la révision constitutionnelle de 2019 n'est advenue. Et pourtant,
on nous dit que c'est la loi. Ça veut dire qu'il y a un refus flagrant d'exécuter les décisions de justice. Et on est allé nous sortir pratiquement du protocole du protocole créant la Cour africaine des droits de l'homme. Or, notre Constitution, dans son préambule, a intégré la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples comme instrument juridique de protection des droits de l'homme et a précisé dans son préambule et dans un autre article de la même Constitution, il a été précisé que dans le préambule, le préambule a précisé que tous ces instruments internationaux sont intégrés à notre corpus juridique constitutionnel. Et donc, est-ce qu'il peut y avoir de droit sans tribunal? Certes, on est sorti le Bénin est sorti, le régime en place est sorti du protocole créant la Cour, mais en réalité, au niveau de la Constitution, les rédacteurs de la Constitution ont tout verrouillé. Ils ont tout verrouillé parce qu'ils ont dit clairement que la Constitution est la loi suprême de l'État. Et donc, il y a un tribunal qui apprécie une révision constitutionnelle, qui est un tribunal au-dessus de nos tribunaux ordinaires et qui a rang. Je crois que malheureusement, la liaison avec M. Hundéyon a quelques difficultés techniques. On espère qu'il va... Donc, oui, allez-y. C'est bon? On avait eu quelques difficultés à vous recevoir tout à l'heure, mais je crois que c'est entré dans l'ordre. Dans l'ordre. OK. Donc, c'est pour vous dire que le système qui est mis en place contient beaucoup de choses là, de lacunes. Et ces lacunes ne sont pas liées qu'au Bénin. Montesquieu nous disait qu'il faut que les lois s'éclairent de l'histoire et que l'histoire s'éclaire des lois. Les lois doivent s'éclairer de l'histoire et l'histoire doit s'éclairer des lois. Au procès de Nuremberg en 1945-46, qu'est-ce qui s'est passé? Les dirigeants nazis, on leur a posé la question, pourquoi vous avez agi ainsi? Ils ont dit, mais c'est la loi, conséquence du légicentrisme. Et c'est en réaction à la conséquence du légicentrisme qu'il y a eu d'abord le procès de Nuremberg et tout récemment, en notre temps, on a connu l'un des derniers procès, le procès de Maurice Papon à Paris. C'est vous dire que ce système n'a jamais fait le bonheur des gens et aboutit toujours à l'oppression, aboutit toujours à des dictatures que certains intellectuels africains commencent par toujours édulcorer pour dire oui, c'est des démocratures, c'est des démocratures. Et on nous définit les démocratures comme des systèmes constitutionnels, c'est-à-dire des régimes qui ont bénéficié de garanties constitutionnelles claires pour venir au pouvoir, mais qui tournent le dos aux garanties qui les amènent, qui les ont amenés au pouvoir. Donc, concrètement, c'est une stratégie mise en place pour mettre en berne notre Constitution. C'est une stratégie pour mettre en berne la Constitution et pour empêcher l'égalité des droits à l'éligibilité comme le droit de vote. Sinon, qu'est-ce qui explique dans le corpus constitutionnel de la révision de 2019, la révision rejetée par la Cour africaine des droits de l'homme, qu'est-ce qui explique dans le corpus de cette constitution-là qu'on ait créé un duo présidentiel? Qu'est-ce qui explique le principe du parrainage? Lorsque les pères fondateurs ont déjà dit dans la Constitution de 1990 que la participation des partis est libre et que c'est les partis qui animent la vie politique. Quand les rédacteurs de la Constitution de 1990 ont déjà clairement dit que tout le monde peut être candidat aux élections présidentielles. Tout citoyen peut être candidat aux élections présidentielles. Qu'est-ce qui amène ça? C'est tout juste qu'on est parti de la technique de la distorsion électorale que j'ai déjà expliqué plus haut, pour maintenant confisquer le pouvoir.
Je vais vous relancer sur certains aspects de votre Ok, développement tout à bien sûr. l'heure. Vous avez dit que nous sommes passés de la proportionnelle intégrale, Oui, à un pourcentage de qualification. Est-ce oui. que l'objectif du législateur, ce n'était pas la réduction du nombre de partis, la pléthore de partis qu'on avait il y a quelques années, près de 250 partis politiques? Et bien évidemment, tout le monde décriait la chose, que ce n'était pas des partis politiques, mais que c'était des clubs électoraux juste pour participer à des élections par le jeu des alliances et tout ça là. Et puis au lendemain des élections, tous les partis sont en hibernation jusqu'à ce qu'il y ait encore de nouvelles élections pour que les partis reprennent d'activité, pas faire du bruit dans le pays, et que ce n'était pas une bonne chose. Et pour permettre également le financement des partis politiques, qu'il faille réduire le nombre de partis politiques. Et pour le faire, il faut un mécanisme qui permettra n'est-ce pas, d'aboutir à cette réduction des partis politiques, d'où le pourcentage, d'où les 10% que vous appelez donc le pourcentage de qualification, M. Rounéon. Oui, je vous comprends entièrement et je ne souscris pas non plus à ce qu'il y ait une multiplicité de partis politiques que certains qualifient effectivement de clubs électoraux. Mm. Mais quel est l'avantage de la représentation proportionnelle intégrale? C'est que tout le pays est représenté à l'Assemblée. Et si on lève ce pourcentage de qualification, si on lève cette mesure aujourd'hui, les gens se sentiront beaucoup plus présents et se sentiront beaucoup plus représentés par les députés à l'Assemblée nationale. Mm. Regardez, moi j'entends des discours qui me font pitié. Certains qualifient même les députés des commissaires du régime. Il y a trop de qualificatifs. Moi, vous savez, tout ce qui est un peu péjoratif me dérange. Ça me dérange vraiment. Mais je vais vous dire, techniquement, on peut procéder autrement. Vous savez comment on peut procéder? Non, dites-nous. Pour qu'un parti soit financé, on peut exiger de lui un pourcentage d'éligibilité au financement public. C'est-à-dire, pourquoi ce pourcentage? Pas à travers le suffrage exprimé, mais à travers le nombre de suffrages obtenus, à travers le nombre de députés obtenus à l'Assemblée. Donc, ce parti garantit une certaine représentativité. On peut dire pour obtenir le financement politique et le financement public des partis, Oui. on peut tout simplement dire que vous devez justifier de 15, 20 ou 30 députés et tout le pays est représenté. Mais la distorsion électorale de par l'institution du pourcentage de qualification crée la superposition des partis, des grands partis. Et vous savez, ce pourcentage a abouti tout naturellement à ce que nous appelons monisme, une assemblée monolithique, une assemblée qui n'a qu'une seule, qui ne parle que d'une seule voix. Yeah. Or, la contradiction, les débats constituent une vertu démocratique parce que les débats font partie des instruments de surveillance, des instruments de contrôle des élus et surtout du pouvoir exécutif.